Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hiller, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gilles Prigent, CEO de Story Jungle. Bonjour Gilles, Bonjour Patrice. comment vas-tu? Eh ben, ça va très, très bien. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Tu étais déjà venu l'an dernier et pour présenter ce baromètre et je trouve ça intéressant de refaire venir une deuxième année pour justement voir cette évolution. Mais avant de commencer, je voudrais savoir si tu pouvais te présenter. Oui, absolument. Donc moi, je suis, Gilles Prigent, je dirige, Story Jungle. On est une agence, d'influence corporate. On accompagne les entreprises sur, leur influence, enfin pour, l'établissement de leur influence d'une part et puis, on a un deuxième métier qui est, tout ce qui est, performance, performance B2B, c'est en fait la génération de leads et on a la particularité d'être partenaire de LinkedIn. On est l'un des 12 partenaires de contenu de LinkedIn, le seul en France. Et on travaille sur les sujets de, leader advocacy, bah, depuis maintenant, je crois le premier programme qu'on a lancé, c'était en 2018. Ah donc ça fait longtemps. Effectivement, ouais. Alors, Gilles, donc comme je disais, tu viens de dévoiler, la troisième édition de ce baromètre, Leader Advocacy. Alors, il faut bien se préciser, on mettra de toute manière le lien, hein, pour nos auditeurs, mais c'est que ce baromètre, il est lié vraiment, donc aux entreprises du CAC 40. Je voulais savoir, en fait, si tu devais résumer, la tendance 2025, dirais-tu que les dirigeants, ils ont finalement compris, l'usage de, LinkedIn et que ce n'est plus une option? Et que c'est un levier stratégique dans leur leadership. Heu, Pas vraiment, oui et non. En fait, ce qu'on observe, c'est dans ce nouveau baromètre de donc 2026 de la leader advocacy des dirigeants du CAC 40 et qui porte sur l'ensemble de l'année 2025. On fait aussi des comparaisons, avec 2024 pour voir les évolutions et les tendances. Heu je dirais qu'on voit trois choses, hein. 1°, on voit une tendance à la professionnalisation. Alors je sais qu'on va en parler. La professionnalisation, de la démarche de leader advocacy avec, des dirigeants qui se tournent vers des programmes, vers des formats plus efficaces, sur la plateforme LinkedIn et qui, c'est vrai, s'investissent davantage. On voit aussi et on en parlera, je sais qu'on va en parler, on voit clairement ce qu'on appelle un piège interne. C'est-à-dire que les dirigeants, quand ils publient, ils ont tendance d'abord et avant tout à parler à l'interne. Mais pour répondre à ta question, on s'est posé la question de: «Est-ce que les dirigeants étaient influents sur la plateforme?» Et ce qu'on observe, c'est que certains le sont, certains utilisent les leviers pour l'être, mais c'est pas la majorité. On a quand même un peu une tendance à produire des posts, d'annonces et puis, des posts tournés vers l'interne, mais qui globalement tournent beaucoup vers l'interne, tournent beaucoup en interne et peu arrivent à mettre les ingrédients nécessaires dans leur, démarche de publication sur LinkedIn, pour sortir, d'un message essentiellement vers l'interne et toucher des audiences externes et bâtir vraiment, une forte influence. Et c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui, ce qu'on montre aussi dans ce baromètre, c'est que la plateforme est vraiment prête, mûre et mature pour le faire. Les audiences corporate, toutes les audiences corporate sont là, elles sont présentes, elles sont actives, elles sont présentes de façon régulière et elles sont de plus en plus actives puisqu'elles commentent, elles partagent, de plus en plus les postes dirigeants. Et on a montré dans un autre baromètre, l'année dernière, baromètre de l'activité des journalistes économiques, sur LinkedIn, que les journalistes économiques ont migré de X, ex-Twitter, vers LinkedIn quelque part vers 2024 et qu'ils y sont massivement présents, qu'ils y sont massivement actifs et qu'ils y sont de plus en plus influents. Et donc on peut toucher les journalistes, on peut créer vraiment, obtenir vraiment des retombées presse, et donc pour tous ces dirigeants, du COMEX qui ne sont pas forcément les DG, PDG, qui n'ont pas nécessairement un accès facile aux médias, heu, ils peuvent vraiment sortir, je dirais de l'audience qui est la leur et toucher des audiences externes et bâtir une influence sur LinkedIn. Mais pour ça, il faut mettre en place des stratégies qu'ils ne mettent majoritairement pas encore en place.
Alors, on y reviendra de toute façon, effectivement, comme tu disais, dans le cadre de ce podcast pour donner quelques, grands principes. Mais effectivement, si on revient sur, ton baromètre, hein, on observe que, il y a une hausse, en fait, des posts originaux. Alors, j'ai noté les chiffres pour nos auditeurs, c'est, 6,6, c'est précis, hein. Et par contre, une chute, des reposts de plus de 13. Alors, est-ce que c'est un signe que les dirigeants, ont enfin délaissé le rôle de simple relais pour devenir de véritables créateurs de contenu? Oui, c'est surtout, pour moi, c'est surtout un signe de professionnalisation. C'est-à-dire qu'ils ont compris que, les reposts, ça marche pas. Alors les reposts sans commentaire, c'est des reposts qui servent uniquement à amplifier, puisque le post n'est pas attribué aux dirigeants. Donc ça met en lumière, quelque chose qui est en train de se passer dans l'entreprise ou une prise de parole d'un autre dirigeant. Donc c'est des formats qui sont, exclusivement des formats d'amplification. Il demeure relativement élevé, et finalement assez stable, hein. On en avait 1 779, l'année dernière, 1 716 cette année, enfin en 2024-2025, hein. En revanche, on voit une vraie chute des reposts, avec commentaires, c'est-à-dire des posts qui, là, deviennent des posts des dirigeants, mais qui sont pénalisés par la plateforme. Donc qui passent de 1 727 à 1 495. Donc en pourcentage, c'est je crois, de mémoire, on l'a mis dans le baromètre, mais quelque chose comme -13. Donc c'est quand même sensible. Alors que les posts originaux, comme tu viens de le dire, augmentent de 6,5. Donc les dirigeants ont compris qu'il fallait investir leur prise de parole, et ça, c'est une signe plutôt de professionnalisation, et donc c'est les équipes qui travaillent sur la leader advocacy qui font leur job. On le voit aussi dans l'usage des formats, où on voit que les dirigeants se tournent vers 2 formats qui sont particulièrement efficaces, les mosaïques de photos, qui, prennent plus de place. Alors évidemment, le format principal reste le format classique de texte plus image, mais qui globalement, est un format dont quand on regarde le mix des formats et quand on regarde le mix des engagements, générés par les formats, ce format texte plus image, globalement, il ne surperforme pas, il ne sous-performe pas. Par contre, les formats vidéo et les formats mosaïques, eux, surperforment et sont de plus en plus représentés dans le mix. Donc ça veut dire que les dirigeants analysent les données et se tournent vers des formats qui sont plus efficaces. OK, mais alors pour nos auditeurs, effectivement, je vous renvoie vers l'épisode qu'on avait fait avec nos amis Xavier et puis Bruno pour expliquer un peu, tout ça. Mais c'est vrai que, ce qui est aussi important d'une manière générale, hein, c'est comme c'est de mixer, de faire comme tu le disais, pas toujours les mêmes supports, la même manière de faire parce qu'effectivement, il faut aussi, varier pour intéresser et intéresser l'auditoire. Alors je voulais revenir sur le baromètre également. Vous avez pointé un paradoxe. D'un côté, en fait, les engagements, ils explosent, hein, plus 18. Mais le ratio de discussion, commentaires, par réaction reste bien plus faible que celui, par exemple, des journalistes influenceurs, que tu évoquais tout à l'heure. Pourquoi les dirigeants du CAC 40 aujourd'hui, ils peinent encore à générer vraiment du débat sur, leur post LinkedIn? Ah bah, on vient sur, le constat qui a été fait, donc que je dressais au début, qu'on fait dans le baromètre, et que je dressais au début de cet échange. En fait, nous, on qualifie l'influence, par la capacité à générer des discussions, et des retombées, donc aussi des republications, même si les republications viennent essentiellement, de l'interne, mais ça, on pourra en parler. Et donc on analyse effectivement 2 ratios qui nous semblent très intéressants. C'est le ratio réaction sur commentaire et le réaction sur, republication. Et alors cette année, ces ratios sont un petit peu meilleurs. Alors, je suis en train de les chercher, mais de mémoire, le ratio réaction sur commentaire est de l'ordre de 32, je sais plus quoi. Voilà, j'ai sous non, le ratio réaction sur commentaire est de l'ordre de 34. Il était de 38 en fait, hein, l'année dernière. Ça veut dire que toutes les 34 réactions, les dirigeants obtiennent en moyenne, hein, sur l'ensemble des comex, en moyenne, ils obtiennent un commentaire. Alors que quand on regarde les journalistes économiques, c'est toutes les 13,8 réactions, et quand on regarde les influenceurs de la plateforme, donc on a pris le top 30 des influenceurs, alors il y a différents classements, nous on a pris le classement Favicon, sur le marché français, et on les suit et on a vu en 2025, leur ratio de réaction sur commentaire était de 10,7. C'est-à-dire que tous les 10 réactions, ils ont un commentaire. Donc ils ont cette capacité vraiment à engager les débats. Alors, ce sujet est toujours perçu d'une double manière. C'est-à-dire que certains vont vous dire: «Oui, mais
nous, on veut pas nécessairement avoir des commentaires parce qu'il faut regarder après si les commentaires sont positifs ou négatifs. Il faut protéger l'image, du dirigeant. Alors oui, mais on ne peut pas avoir d'influence, sans engager de discussion. Donc, nous, il nous semble plus intéressant de regarder, quel peut être l'angle de prise de parole et comment on peut faire attention à pas aller sur des sujets, qui sont effectivement, trop risqués, pour le dirigeant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la prise de parole du dirigeant apporte une valeur ajoutée, qui est une vraie vision. Et puis, on va le voir aussi, ce qui nous semble fondamental, c'est aussi d'investir les débats publics, mais avec l'œil du dirigeant, avec, la position du dirigeant. C'est-à-dire qu'il y ait une vraie valeur ajoutée, apportée, au débat public via cette, prise de parole. Et alors à cette condition, on génère beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'impact, et donc beaucoup plus d'influence. Et certains y parviennent dans le classement. Donc on pourra y revenir, mais je pense à Luca Di Meo, typiquement qui a quitté chez Renault, qui est passé chez Kering. On pense à Christelle Hedman enfin bon, il y en a d'autres qu'on pourra citer tout à l'heure et on les a identifiés, dans le classement et ils ont cette démarche, d'arriver à injecter de la vision dans leur poste, heu et aussi à injecter une approche singulière et personnelle. OK. Alors c'est vrai que c'est toujours une question, hein, qu'on se pose et qu'on pose aussi dans ce cadre, ce podcast, hein, c'est de se dire jusqu'où peuvent aller, sur des prises de parole en dehors même de l'entreprise, les dirigeants et je pense que c'est le débat, n'est pas fermé, mais surtout c'est un débat qui est intéressant parce que, tu compares aussi, hein, dans ton étude les, dirigeants français avec les dirigeants américains du Fortune 500 et on voit que les Américains sont beaucoup moins formels, hein, et déclenchent beaucoup plus de discussions. Alors qu'est-ce qui manque à la French Touch aujourd'hui pour, être aujourd'hui percutante? Bah, elle est pas suffisamment touch, quoi. Effectivement, les dirigeants américains, ils vous tapent dans le dos et ça fait toute la différence. Donc oui, on a analysé cette année, et on va aller plus loin prochainement. Donc ça, c'est un des baromètres qu'on publie, mais on en publie d'autres et on a différents projets en cours. On a analysé les, dirigeants, donc c'est uniquement les CEO, hein, des, 40 plus grandes entreprises du Fortune 500 pour, voir, ce qui se passait, pour voir si on pouvait, trouver, des tendances. Et ce qu'on observe, c'est que, leur ratio est bien plus bas, de l'ordre de alors, je vais donner le chiffre exact, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, mais il est bien plus bas. De l'ordre de 25 si je me rappelle bien, voilà, donc c'est ça. Ils ont en fait, ils génèrent un commentaire toutes les 25 réactions, à comparer en fait aux, 34, et je crois que sur les republications, c'est 18, donc c'est beaucoup plus bas encore. Et donc en fait, heu pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont une démarche, qui est beaucoup plus cool sur leur prise de parole, et c'est, vraiment culturel. C'est-à-dire que nos dirigeants, ont quand même un peu de difficulté à sortir d'une approche très corporate, qui est attendue, de leur part. Alors pas tous, certains, Antonio Filosa, Luca Bdimo que j'ai évoqué et Alexandre Bompard bien sûr de Carrefour, arrivent à avoir cette démarche, et à sortir de ce carcan, corporate, mais tous n'y parviennent pas. Pourtant, c'est quand même une clé pour réussir vraiment à, attirer, enfin aller au-delà, je dirais, d'une approche qui est peut-être un peu trop, oui, corporate, un peu trop, millimétrée, si je puis dire. Et donc c'est les Américains y arrivent, ils arrivent à déclencher vraiment un lien un peu plus direct avec, leurs différentes audiences corporate et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ce qui nous a frappé aussi, c'est que, ce ratio, il est quand même aussi porté notamment par les géants de la tech, qui sont dans ce top 40. On pense à Google, Amazon, et Microsoft, bien sûr. Et une des raisons, c'est que chacune de leurs prises de parole est une prise de parole, qui est un événement. Parce que globalement, eux, on imagine bien, parlent beaucoup notamment, de l'IA et d'ailleurs, on y reviendra nous prochainement dans les prochaines analyses, mais le débat typiquement sur l'IA se fait massivement sur LinkedIn. Donc voilà. Donc et alors ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit en creux.
On a moins l'impression de voir ça sur le marché français, alors que le top 40, le CAC 40 qu'on a analysé, ce sont des entreprises internationales qui bien souvent sont les leaders, de leur marché ou en tout cas dans, vraiment le peloton de tête. On le retrouve néanmoins sur le marché de l'automobile, et notamment, les leaders Antonio Filosa et Luca Di Meo que j'évoquais, en bénéficient. Il y a une vraie passion de l'automobile d'une part et il y a le fait que, la France est quand même perçue comme un constructeur automobile, ça peut paraître étonnant aux Français, mais je vous assure que oui, en important à l'échelle internationale et donc la parole des dirigeants dans ce secteur, résonne et est écoutée. D'accord. Alors tu as parlé tout à l'heure justement, hein, de ce côté interne, justement l'une des révélations, hein, les plus frappantes je trouve, en tout cas de ce baromètre, c'est le ratio externe-interne. Alors une annonce, classique en fait, il touche à peu près 80 de l'interne, vous mettez ça en fait, alors Ouais. qu'à l'inverse, s'inviter dans le débat public permet de doubler le reach externe. Alors est-ce que c'est un conseil ultime, que tu donnes aussi, que vous donnez, hein, vous, avec ce baromètre aux dirigeants d'être beaucoup plus sur, des thématiques, globales que uniquement une démarche, une communication, avec les informations dédiées de l'interne. C'est-à-dire que si on veut pas être pris dans le piège interne, c'est il faut bien comprendre la mécanique. Quand on poste sur LinkedIn, LinkedIn va essayer d'optimiser, avec un reach qui est quand même, nettement en baisse, même pour les membres, va essayer d'optimiser vos engagements et donc LinkedIn va présenter les gens qui sont, votre post aux gens qui sont le plus susceptibles d'engager avec vous et donc, comme LinkedIn a cette information, LinkedIn va présenter votre post à l'interne et dans les grands groupes, le réservoir de gens qui potentiellement peuvent interagir avec votre post, il est immense. Donc les posts ont tendance à tourner, beaucoup en interne et on le voit quand on analyse en fait les engagements. Donc oui, les ratios sont alors on n'a pas un chiffre au global pour CAC 40, mais on a fait nous différentes sondes, au sein, du CAC 40 pour analyser ces ratios internes-externes et on voit que souvent, les ratios externes est tout petit, de l'ordre de 20-25, 30 pour les leaders qui performent, particulièrement, mais en fait, ils restent petits et dès lors qu'on sort des annonces et qu'on commence à aller dans les débats publics, il peut y avoir, c'est pas systématique, mais il peut y avoir un effet sur le volume d'engagement. C'est pas systématique, c'est pas on n'a pas cette certitude, mais il y a quasiment systématiquement un effet sur le type d'audience qu'on touche. On va toucher bien plus, l'externe, avec effectivement des ratios qui passent de 20 de l'interne à 40 dans certains cas, ou pour des leaders qui ont une vraie audience, internationale et une vraie audience externe. Je vais reciter encore Luca Di Meo parce que c'est un des exemples qu'on a pris et qu'on cite dans le post. Lui était à quasiment à 50 d'audience externe sur chacun de ses postes et quand il investit les débats publics, il va monter à 60-65. Donc, il y a une vraie prime, aux dirigeants qui s'engagent sur les débats publics. Oui et donc c'est un vrai conseil et ce qui est très important, c'est de voir et nous, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, notamment pour ces dirigeants qui ont pas un accès facile aux médias, donc ceux qui ne sont pas DG, PDG. Ils ont la possibilité sur, LinkedIn d'avoir une véritable plateforme d'influence. Mais pour le faire, bah, il faut mouiller la chemise, insérer de la vision dans ses posts et puis faire des incursions dans le débat public. On ne dit pas qu'il faut commenter l'ensemble du débat public en permanence, mais faire quelques incursions dans le débat public, ça vous permet d'asseoir votre notoriété, votre crédibilité, votre influence globalement et d'aller chercher des audiences au-delà des audiences internes. Alors on accompagne certains dirigeants, nous, qui le font de façon très régulière et qui, sont, devenus des gens qui d'abord sont apparus dans les radars des médias et puis ensuite sont devenus des invités récurrents, dans les médias. Donc c'est des démarches qui sont efficaces.
Ouais, sachant que comme vous le dites dans ce baromètre, hein, qu'il y a encore de la place, hein, parce que les postes de débat ne représentent que finalement 15 du top 100, Absolument. en 2025, donc il y a encore effectivement de la place. Maintenant à l'inverse, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est souvent aussi pour cette raison qu'il y a peu de frilosité. Il y a aussi toujours un risque, de sortir sur des sujets, plus sociétaux, et donc forcément, il y a à ce moment-là, besoin d'une vigilance ou d'un accompagnement, assez fort, du dirigeant sur, justement, tu parlais tout à l'heure des commentaires, sur la gestion des commentaires, sur la manière dont on doit gérer ces éléments-là pour justement bien être en sécurité, et sécuriser au maximum, la prise de parole du dirigeant. Oui, absolument, mais ça passe d'abord et avant tout sur le choix de l'angle, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si on va sur des débats très exposés, bon, bah, ça va pas forcément, bien se passer. Et les grands groupes, on n'est pas sur X, on sont beaucoup moins attaqués qu'ils ne l'étaient, sur X. Mais quand même, les choses changent, même si sur, LinkedIn, les gens ont, leur CV attaché à leur poste, même s'il y a beaucoup moins de bots et cetera, de faux profils, parce que LinkedIn fait vraiment la chasse. De plus en plus, vous est en train d'essayer d'obliger les gens à mettre leur carte d'identité, sur la plateforme. Enfin bon, bref, donc enfin, en tout cas, vérifier les identités. C'est pas la carte d'identité sur la plateforme, mais en tout cas, vérifier l'identité. Donc même si effectivement, on fait donc les gens font globalement plus attention à ce qu'ils disent, c'est vrai qu'il y a, un peu plus de rugosité, sur LinkedIn, donc faut être vigilant à ça. Donc voilà, il faut et bien sûr, c'est une affaire de stratégie. Bien voir et bien décider les sujets sur lesquels on va se positionner. Mais ce qu'on dit, c'est que, heu si on veut avoir accès aux médias, c'est quand même une bonne façon de le faire parce que pour autant alors nous, on présentait hier le baromètre, de la leader advocacy aux dirigeants, à différents en fait, services donc qui s'occupent d'accompagner les dirigeants en interne au sein des groupes du CAC 40. On avait invité une journaliste d'un grand, média économique, pour, parler avec elle et échanger sur, sa façon, sa vision du sujet. Et on a été quand même assez frappé de voir que, alors qu'elle n'avait pas lu le baromètre, elle disait à peu près la même chose. On en a un peu marre des congratulations et cetera. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la vision et puis on cherche des choses qui, voilà, qui ont quand même un petit peu de, comment? Un peu de matière, qu'il y a un angle, qui est du contenu, qu'il se passe quelque chose pour éventuellement, déclencher, un appel pour faire un papier. Elle fait elle dirige un service, hein, au sein d'un grand média économique et elle disait: «Moi, je fais la veille tous les jours, le matin et puis le soir aussi, sur LinkedIn». Et elle disait: «C'est généralisé auprès, de mes collègues et la direction demande, de le faire, régulièrement». Bon, je la cite pas parce que je vais pas demander, l'autorisation de le faire. C'était une invitation qui n'était pas une invitation, publique, mais voilà, quelqu'un qui connaît très, très bien la plateforme. Ouais, c'est une évolution. Alors tu parlais de femmes, justement, tu as cité, Christelle, Edelman de chez Orange. Alors il y a aussi dans votre étude, vous parlez de Estelle Brachlianoff de Ouais. Veolia qui partagent en fait finalement, des expériences personnelles sur leur parcours de femme. Est-ce une vulnérabilité assumée qui permet de briser en fait les carapaces corporate aujourd'hui, notamment chez les femmes? Oui, alors c'est marrant parce qu'elles se sont sans doute pas, concertées, mais elles ont fait quasiment le même poste en même temps. En fait, il y a eu l'audition de la directrice de Polytechnique, au Sénat ou peut-être à l'Assemblée nationale plutôt, je crois, récemment, enfin, donc l'année dernière. Et toutes 2 ont fait un post, dans lesquels, elles ont rappelé, leur parcours, donc c'est des anciennes, de Polytechnique, pour dire qu'effectivement, il y avait un déficit, qu'elle s'était sentie bien seule à certains moments en tant que femme dans des filières scientifiques et que donc il faut que les gouvernements, mettent en place des choses pour, diversifier davantage, les filières scientifiques, en tout cas, heu, travailler sur le ratio homme-femme, parce qu'on a besoin, de femmes ingénieures, qui d'ailleurs pourront après plus tard faire, des carrières jusqu'au sommet de l'entreprise. Je rappelle qu'il y a on a dans notre baromètre que 2 femmes, hein, qui sont, à la tête, donc en CEO DG,
des entreprises du CAC 40, 3 avec, AMG. Donc, voilà, il y a on a un peu tout dans ces postes avec une vraie possibilité, enfin, donc on réagit à un débat, on partage une vision avec un sujet qui nous touche à cœur, et on injecte du personnel, et ces 2 postes d'ailleurs se sont classés, dans le top 100, alors de mémoire, 6e et 8e position. Voilà, donc c'est vraiment une recette, efficace. Alors évidemment, l'idée c'est pas d'avoir cette approche systématique, mais en tout cas, on attend du dirigeant, qu'il ou elle ait une vision sur, le sujet. On n'attend pas qu'il ou elle relaie, une simple information de l'entreprise. On attend une valeur ajoutée. Pourquoi cette annonce? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette annonce? Quelle est notre stratégie? Pourquoi on fait ça? Et ça, c'est fondamental, et ça, tout le monde ne l'a pas encore intégré. Il y a encore beaucoup, beaucoup, alors nous, on l'a analysé, hein, sur le top 100, 45 des postes, incluent seulement 45 des postes incluent, une dimension de vision. Et 15 de ces postes, ou 13 d'ailleurs, incluent une dimension personnelle, et alors que, quand on regarde le score d'engagement moyen des postes qui incluent une vision ou qui incluent une dimension personnelle, alors il se classe tout en haut effectivement des, scores d'engagement moyens, on a regardé par thématique et cetera. Donc, il y a une vraie prime à mettre en place ce type de démarche. Alors justement, tu parlais de cette partie-là, prise de parole stratégique, mais on s'aperçoit aussi que peut-être que sur la manière de parler, finalement, les il y avait aussi un enjeu, hein, à parler beaucoup plus humain, qu'on va dire, parler corporate. Comment aujourd'hui on peut, justement apprendre à ces dirigeants à être beaucoup plus, dans l'humain, dans leur prise de parole? Oui, c'est compliqué, c'est un sujet, bon, il s'agit pour, des dirigeants qui ont passé toute leur, carrière, en fait, à avoir une approche, très, pro et très corporate, hein, on parle de gens qui, sont en contact d'institutions, que ce soit, effectivement les députés, leurs comex et cetera, les acteurs financiers, les acteurs, bon, donc, c'est pas facile de fendre l'armure. Certains y arrivent. Je pense qu'à peu près tout le monde a compris qu'il fallait le faire, mais beaucoup, nous on le voit, hein, dans notre accompagnement des dirigeants, beaucoup, enfin c'est une démarche, qu'il faut adopter. Il y a un peu une logique de Padawan qui, peut-être demain devient un Jedi. Bon, je ne devrais pas dire un truc comme ça, mais bon, il y a un peu de ça, et certains y arrivent. Alors, je pense que, bah, le Jedi, voilà, qui est vraiment à la tête du conseil, si je puis dire, c'est, Alexandre Bompard, par exemple, qui a un peu reculé dans notre classement. On le regrette d'ailleurs parce que lui, il prend vraiment des risques. Il va très loin dans la mise en scène. Je dirais que, Estelle Brachlianoff aussi de Veolia, fait pas mal de choses intéressantes. Elle a fait une FAQ, elle travaille avec des influenceurs. Donc il y a une côté un peu, on cherche à démystifier un peu ce travail enfin ce boulot de CEO, de vous expliquer un peu l'envers du décor avec des logiques de mise en scène, qui peuvent être, efficaces. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est Benoît Bazin de Saint-Gobain le fait bien aussi, des prises de parole sur le vif, tournées avec un smartphone à l'issue d'une conférence. Ça, c'est des choses qui sont bien et qui poussent tout de suite à avoir un ton, beaucoup plus informel. Donc voilà, donc c'est oui, c'est pas facile, mais il faut réussir à l'adopter. D'autres, sans quitter, une approche très élégante, et premium, font des choses vraiment intéressantes. Je pense notamment à Jean-Claude Legrand, qui c'est vraiment une masterclass de la prise de parole des RH. Je dirais même qu'il y a lui et il y a le reste. Donc il faut regarder ce qu'il fait. S'il y a beaucoup d'intelligence dans ses posts, il arrive en fait à trouver des angles, qui incluent à la fois des aspects personnels et qui font passer des messages. On en cite un effectivement, donc à l'interne. On en cite un dans notre baromètre, dit, «Bonsoir, voilà, je l'ai sous les yeux. Je viens de changer ma photo LinkedIn, car elle avait déjà 4 ans, car vieillir, c'est la vie, c'est pas un problème, et il faut être cohérent avec soi-même et c'est mieux». Enfin, et il poste sa nouvelle photo, LinkedIn, au gros carton,
et c'est aligné avec la stratégie de L'Oréal. Donc Jean-Claude Legrand, c'est le DRH de L'Oréal, qui travaille aussi, de plus en plus, qui a de plus en plus de messages auprès des seniors, dans son approche, dans sa plateforme de communication. Donc voilà des exemples à suivre de gens qui savent fendre l'armure et aller au-delà, et sans aller, alors évidemment, sur les posts pleurnichards, ou raconter des choses et cetera. Injecter du personnel, qu'on voit pas, hein, d'ailleurs, qu'on voit pas qu'on n'a pas vu, hein, nous, dans le bar. Mais injecter du personnel et investir les débats, c'est vraiment des choses importantes à avoir en place pour monter sa plateforme d'influence sur LinkedIn. Ouais, alors don on va revenir aussi sur un sujet que tu as évoqué un petit peu tout à l'heure, c'était la partie donc illustration avec, les mosaïques de photos, et qu'on voit en fait que les mosaïques de photos et la vidéo en fait dominent toujours le mix d'engagement en 2025. Alors est-ce que ça veut dire, pour toi que, LinkedIn est devenu une plateforme purement visuelle pour les leaders? L'image, c'est très important. C'est bien sûr pas, le seul élément, donc on l'a dit, le fond, compte beaucoup évidemment. Ce qu'on observe globalement sur les formats, c'est que d'abord le mix est assez varié. Si, on regarde, on a, 26,6 d'images et textes, 23 de, bon, j'enlève les mosaïques, j'enlève les virgules. 24 de mosaïques, 22 de vidéos, 15 de texte seul et 10 de liens, et puis, après, un petit peu de carrousel, mais vraiment très peu, et cetera. Donc le mix est assez varié, et ça, c'est bien, et c'est ce qu'il faut faire. Faut pas rester sur un seul format. Ça finit par pénaliser. En revanche, l'engagement, généré par ces différents formats n'est pas le même, et effectivement, il y a une surreprésentation. Là où la mosaïque fait 20 un peu moins de 24 du mix, elle représente, pratiquement 28 des engagements, et là où la vidéo fait 22 du mix, elle représente 24 des engagements. Donc c'est 2 formats qui surperforment. Donc ça veut dire que l'image est importante, et en particulier voir les dirigeants, typiquement, pourquoi la musique elle marche? Voir les dirigeants, sur le terrain à la rencontre des équipes, et surtout quand on sort de simplement: «J'ai assisté à une conférence», bon, ça, on s'en fiche un peu. Mais quand on va aller, on l'avait déjà détecté dans le dernier baromètre, hein, de celui de l'année dernière. Quand on va dans les coulisses, et que je pense à Luca Di Meo qui, cette fois-ci à la tête de Kering, va à la rencontre, des personnes qui travaillent dans les différents ateliers en Italie, ailleurs. Bon, là, évidemment, ça passionne, ça intéresse, parce qu'on voit des choses qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Donc, d'une manière générale, le CEO, heu, c'est un vrai asset stratégique pour l'entreprise en termes d'influence, sur la plateforme LinkedIn, et on voit d'ailleurs les CEO ont 4 fois plus ouais, 3,5 fois plus d'engagement, enfin, donc, le score d'engagement moyen de leur poste est 3,5 fois supérieur au score d'engagement, des gens du reste du COMEX. Donc il y a une vraie prime aux CEO. Ils ont d'ailleurs pratiquement 42, un peu plus de 42 des communautés de l'ensemble des COMEX. Heu, pour autant, il ne faut pas délaisser les autres dirigeants, parce que les autres dirigeants, bah, représentent, un peu plus de 67 des communautés, donc de 57 pardon, des communautés du COMEX, donc c'est quand même important. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, utiliser les formats images type mosaïque, et les faire porter par un CEO, c'est quand même une façon très efficace, là, de cette fois-ci, de travailler le branding. C'est-à-dire, regarder l'envers du décor, montrer les équipes, donc en plus ça nourrit aussi, la marque employeur. Enfin, ça, il y a beaucoup, ça coche beaucoup de cases, hein, et donc ces formats-là fonctionnent très bien. OK. Alors, on effectivement, on a parlé peu du classement, on a cité des noms, mais là, en fait, il y en a un qui arrive en tête, hein, c'est donc, Ezad de Capgemini. Alors on précise bien que, votre étude était faite sur, l'année 2025, donc, ce Oui. qui se passe en ce moment, sera sur l'année 2026, par rapport à Capgemini, mais Alors, qui reprend la il a coupé les commentaires de son post en réaction avec l'actualité. Je vous laisse voir si vous n'êtes pas au courant. Heu, donc ça, en termes de score d'engagement, c'est pas très bon. Ça va voilà. plutôt plonger dans notre classement. Mais, oui, oui, Mais en tout cas, c'est lui qui est en tête aujourd'hui avec un volume assez conséquent, hein, de 137 postes sur l'année 2025. Donc, est-ce que pour toi, dans l'analyse que vous faites, il y a quand même une stratégie, de quantité, hein, par rapport à justement un impact individuel pour chaque prise de parole? la réponse est clairement non. Faire beaucoup de posts, ça permet d'être en haut des classements.
et c'est cool, on est content. Tous les ans, on est en haut des classements, et cetera, mais c'est pas la bonne stratégie. Je crois que le deuxième fait, une cinquantaine de postes dans l'année, ce qui est un volume tout à fait raisonnable, de postes. C'est peut-être moins d'ailleurs, hein, c'est un je pourrais retrouver les chiffres exacts. Heu, alors pourquoi non? En fait, ce nous, on s'est posé la question: «C'est quoi le bon volume de postes pour un dirigeant?» Est-ce que c'est une bonne question d'ailleurs? Mais ça, et là, vous avez plusieurs stratégies possibles. Vous avez la stratégie de la parole, de la parole rare. Heu, c'est notamment, ce que fait, Jean-Laurent Bonnafé, par exemple, avec, je crois, moins d'une dizaine de postes cette année, mais chacun de ces postes, dirigeant donc DG d'une banque systémique, la plus grande banque, d'Europe. Chacun de ces postes génère un très fort engagement. Donc il y a donne beaucoup, en fait, chacune de ces prises de parole est très écoutée, et donc les messages, peuvent être amplifiés de façon vraiment colossale via sa prise de parole, qui est comme je le disais, très rare. Alors, c'est intéressant parce qu'on a de l'impact. On a de l'impact sur chacun de ces messages, on est écouté sur chacun de ces messages. Le problème de la prise de parole rare, c'est qu'on perd en part de voix. Typiquement, Jean-Laurent, Bonnafé est 40e. Alors, c'est pas grave d'être 40e du classement, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que quand on prend peu la parole, bah, du coup, on est moins visible, même si chacune de ces prises de parole fait beaucoup de bruit, on est quand même moins visible, et au total, moins présent, en tout cas, moins dans les timelines des gens, et moins présent, à la tête des gens, dans la tête des gens. Donc, l'autre stratégie qui consiste à poster beaucoup, bah, fait qu'on a une grande part de voix, et c'est le cas de Ayman Ezzat qui, a une part de voix vraiment significative dans les prises de parole des dirigeants du CAC 40. Mais ça se paye par un score d'engagement moyen par poste qui est très en dessous de la moyenne des dirigeants qui ont la même taille de communauté. La taille de communauté joue beaucoup sur le score d'engagement parce qu'évidemment, globalement, LinkedIn, heu, gère en fait un reach qui est plutôt un pourcentage de sa taille de followers, et donc, quand on poste un post, le post est présenté à un pourcentage qui est petit, hein, des gens qui vous suivent. Bah, si vous avez beaucoup de followers, bah, ce pourcentage petit, il génère en fait, beaucoup d'impressions. Donc ça peut être, comment? Le défaut de cette prise de parole, très forte, c'est que du coup, on a une part de voix importante, mais on est beaucoup moins écouté, et quand on a des choses importantes à dire, et bah, ce qu'on va dire va être dilué dans, le volume de posts. D'ailleurs, les gens en interne ont du mal à suivre et liker, autant, et commenter. Je ne parle pas de commenter, les posts, parce qu'il y a un grand volume de posts. Donc voilà, donc il y a un sweet spot, et nous, on le voit, on l'a détecté, on l'avait publié dans le baromètre de l'année dernière, et on a confirmé exactement ce résultat. Ce sweet spot, il est quelque part, alors attention, voilà, autour de entre 2 et 4 posts par mois. Heu et alors pourquoi on voit un sweet spot? Parce qu'on a regardé le score d'engagement moyen par post, en fonction du volume, de publications annuelles. Et ben, on voit qu'il peut être très élevé, quand on publie très peu. Pouyanné aussi fait ça, de Total. Et puis, au fur et à mesure qu'on publie davantage, bah, le volume descend, enfin ce que l'impact descend jusqu'à atteindre un plateau qui est quelque part entre 25 et 35, posts, dans l'année, et puis après il reprend sa descente, et donc entre 25 et 35 posts dans l'année, c'est-à-dire 2 posts par mois, 2 à 3 posts par mois, et bah, là on a une vraie efficacité. Heu, à 4 posts, on n'est pas encore, du tout en danger. 4 posts, c'est un post par semaine, et là on joue la part de voix, donc ça peut être une bonne démarche, mais 4 un post par semaine, c'est beaucoup. Enfin, c'est des rythmes durs à tenir. Mais c'est ça le sweet spot. Donc c'est, en gros, publier entre toutes les 2 semaines ou, toutes les semaines quand on peut. OK, alors forcément, il y a c'est pas très innovant, mais quand vous allez regarder les sujets, il y a forcément l'IA, qui est un thème, important sur 2025. Il y a la partie RSE, puis il y a l'innovation. Donc c'est les 3 sujets phares, hein, pour vous en 2025. Est-ce que, on pourrait aujourd'hui, définir, quels pourraient être les 3 ou quelques sujets, 2026, à traiter, par les dirigeants?
Oui, alors c'est en tout cas, c'est pas les sujets qui fâchent. C'est ce qu'on a expliqué, c'est que, globalement, on est, en premier, c'est la RSE, deuxième innovation et puis troisième l'IA. Mais on n'a pas vu de poste ou très peu, enfin, une petite, 26, hein, je crois, qui traitait, par exemple, des droits de douane. Bon, mais ça, on le comprend, hein, c'est normal, les entreprises, du CAC 40 sont exposées à des réponses. Bon, ils ont pas envie de fâcher Trump, hein, ils sont comme tout le monde. Mais donc voilà, pareil, l'année dernière, on avait vu assez peu de posts sur l'inflation, qui était quand même, très prégnante dans les débats, de 2024, si on se rappelle bien. Donc, ça veut dire qu'il y a un espace pour les dirigeants qui le peuvent et qui le souhaitent, pour investir des débats et parce ils sont assez les gens sont assez peu nombreux à aller sur ces débats de société. On en a analysé d'autres et ce serait intéressant de les regarder. Oui, alors la RSE, c'est toujours très, c'est un sujet effectivement que les dirigeants aiment bien aborder et l'innovation. Donc à notre avis, on va retrouver ce trio de tête et sans doute l'IA qui, on est au début d'une révolution. Donc on sait que les dirigeants, on le sait, nous, pour discuter avec eux, heu, qui n'ont pas encore pris la parole sur le sujet, ça les travaille, hein, parce que ils ne peuvent pas être absents, d'un tel sujet, non plus. Donc oui, je pense que l'IA, on va voir le volume sur les posts sur l'IA qui va grandir l'année prochaine. Et ben, en tout cas, ça sera l'occasion. Avec une difficulté, difficulté, c'est que, pour dire, enfin, pour parler d'IA, encore faut-il ne pas dire, d'enfoncer des portes ouvertes et donc c'est tout le sujet de comment on fait pour, s'insérer dans ces débats en apportant une vraie valeur ajoutée, une vraie vision, en disant des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de lire et cetera et ça, c'est un travail éditorial qu'il faut pouvoir mener et que nous on mène avec nos clients. Bah, en tout cas, ça sera l'occasion d'un prochain podcast l'année prochaine. Gilles, on prend rendez-vous, ensemble pour, pour le quatrième baromètre, voir, si ce que tu as énoncé, réalisera. Merci Avec mille plaisir. fois merci mille fois Gilles, hein, de ces échanges et de ta Merci participation au Patrice. podcast, leaderadvocacy.com. On mettra, je vous le rappelle, on mettra le lien vers, le site pour avoir, donc, cette étude, sur votre site internet et n'hésitez pas pour nos auditeurs à partager, le podcast auprès d'un ou d'une, personne, hein. Vous savez que c'est ce bouche à oreille qui fait aussi, que, aujourd'hui on est vraiment, alors on s'appelle Leader Advocacy, mais on est vraiment leader sur cette thématique-là et on se développe de plus en plus et puis, ben, écoute, merci Gilles et puis, Merci Patrice. on se retrouve pour nos auditeurs dans 15 jours pour encore une belle rencontre autour de la Leader Advocacy.